Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire de la mission Santé de Novabulde. Je suis Antoine Burgos, chef de projet technique de la mission Santé et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire dédié à la qualité de l'air intérieur dans les projets immobiliers de bâtiments accueillant des enfants. Nous traiterons ce sujet à travers une méthode en particulier, celle développée par l'ADEME, à savoir la méthode ERPRIN. Je commencerai par une courte introduction pour présenter Novabulde et notre mission santé. Je passerai ensuite la parole à Lionel Combé de l'ADEME qui nous présentera plus en détail la démarche. Et enfin, nous laisserons la parole à deux expertes ayant participé à la création de cette méthode et adhérentes de Novabulde, Charline de Matteo du cabinet Indigo et Claire-Sophie Quedvez du cabinet Medieco, pour une présentation opérationnelle de la méthode, phase par phase avec l'appui de retour d'expérience. Et puis enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Il y a un chat dédié pour ça. Et nous essaierons d'y répondre au maximum en fin de webinaire. Donc Novabuild, nous sommes une association qui fédère et mobilise les professionnels en vue d'un changement des mentalités et des pratiques. On s'adresse aux acteurs de construction, immobilier et aménagement en Pays de la Loire pour les amener à intégrer dans leurs projets, dans leurs ouvrages, leurs visions, les enjeux climatiques et de préservation de la biodiversité et des ressources. Nos actions, elles reposent sur les actions de centralisation des ressources, de mise en réseau, d'appui à l'innovation et d'accompagnement aux nouvelles pratiques. Nos actions, elles sont déployées au travers de 8 thématiques qui sont inscrites ici sur votre écran. Il y a une thématique qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est celle de prendre soin des humains. Cette thématique, elle vient du constat que l'adaptation au dérèglement climatique ne peut se faire sans prendre en compte l'humain au travers de sa santé, de son bien-être, qu'il soit physique, mental ou social. Et c'est pourquoi Novabud a lancé en 2024 une mission santé, fruit d'un AMI avec l'ARS de la région Pays de la Loire. Cet AMI, cette mission, elle est organisée autour de deux axes principaux. Un premier axe qui est d'accompagner les acteurs de la santé sur le champ du bâtiment durable. Et puis une seconde action qui nous concerne plus aujourd'hui, qui est la sensibilisation aux thématiques de santé environnementale sur le territoire. Cette action, elle concerne en particulier le thème de la qualité de l'air intérieur, avec notamment le déploiement de la démarche EPRIN. Et je laisse la main à Lionel Combé, donc de l'ADEME, qui va pouvoir nous présenter cette démarche dans les grandes lignes. Merci Bonjour Lionel. Antoine, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Lionel Combé, je travaille à l'ADEME en direction régionale Bourgogne-Franche-Comté et j'ai pour mission effectivement l'accompagnement des professionnels sur les enjeux de la construction durable et je suis entre autres à l'origine de la méthode ECRIN, la raison pour laquelle je vous la présente. La méthode ECRIN a été imaginée lorsque le législateur a commencé à vouloir renforcer le cadre réglementaire national pour mobiliser les professionnels du bâtiment et les maîtres d'ouvrage en général sur les enjeux de prise en compte de la santé dans les bâtiments. Donc cette méthode, c'est une méthode qui couvre les projets de construction et de rénovation dans les OBRL, dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation. Donc une méthode qui couvre assez largement l'ensemble des besoins correspondant au patrimoine bâti français. Elle a deux finalités. Elle vise d'une part à améliorer la qualité des projets pour faire progresser chaque opération vers la meilleure version d'elle-même. C'est une méthode qui n'est pas une méthode conventionnelle au sens habituel, au sens où on les voit notamment sur le sujet énergétique. Donc elle ne repose pas sur une référence unique, elle n'a pas pour objet de comparer les opérations entre elles. Je reviendrai un tout petit peu sur cet aspect tout à l'heure. Et c'est une méthode qui a également pour objet de renforcer les compétences des professionnels. Donc ça sous-entend effectivement une philosophie particulière que je vais vous présenter tout de suite. La méthode, la démarche, elle se distingue par sa philosophie, on va dire des certifications et des labellisations classiques que vous connaissez par ailleurs. Elle se distingue pour une raison essentielle, parce que chaque projet est unique par sa nature ou ses exigences, et il n'existe pas de solution toute faite sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Par ailleurs, nous avions pour objectif de mettre la qualité de l'air intérieur à la portée de tous les acteurs concernés, maîtres d'ouvrage, maîtres d'entreprise, de mise en œuvre, etc. Et nous ne voulions pas faire de chaque professionnel un expert de la qualité de l'air intérieur. Donc nous avons bâti cette méthode-là et la philosophie qui va avec autour de trois promesses. Mettre en place un accompagnement à chacune des étapes, donc un accompagnement pas à pas,
en privilégiant une approche très opérationnelle pour placer l'accompagnement de terrain au cœur du processus d'apprentissage. Donc, nul besoin de passer par la formation pour les acteurs embarqués sur un projet pour être en capacité d'appréhender le sujet dans toute sa diversité. La deuxième promesse, c'était de proposer une démarche qui est simplement tournée vers les pratiques métiers pour permettre aux acteurs, le plus simplement possible, d'appréhender les exigences qui sont propres à chacun des corps de métier en se focalisant sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ses propres gestes de métier. Voilà. Donc, je reviendrai également sur cet aspect. C'est une dimension essentielle de la méthode. Et puis, la troisième promesse, c'est d'offrir aux acteurs embarqués un réseau de partage et d'apprentissage pour échanger sur les pratiques, acquérir de nouvelles connaissances et s'enrichir mutuellement, compte tenu du fait que chaque projet est différent et que la méthode n'est pas une méthode qui est prescriptive au sens de la solution mise en œuvre. Hein. Elle s'applique de façon différenciée pour chacune des opérations et c'est une méthode qui est également ouverte à l'innovation. Donc, ça suppose effectivement de mettre en place un cadre qui permette des échanges et un enrichissement mutuel. Alors, je vais en venir tout de suite aux composantes de la méthode. La méthode comporte 4 grandes missions. La première, on appelait ça des missions, en fait, quatre compartiments à appréhender. La première mission, elle concerne la gestion des pollutions d'origine atmosphérique. Qu'il s'agisse de pollutions liées au trafic, liées à la présence d'infrastructures, d'industries, ou liées à la présence de pollen, notamment dans le cadre de monocultures en secteur urbain dense, qui peuvent être aussi à l'origine, effectivement, de difficultés, de problèmes asthmatiques chez certaines personnes. La deuxième mission, elle porte sur la gestion des pollutions issues du sol, donc ça concerne les pollutions anthropiques, donc liées à l'activité du site et à leur historique, mais aussi des pollutions d'origine naturelle comme le radon. La troisième mission, elle prend en compte les pollutions liées au bâti, donc ça concerne à la fois la prise en compte des émissions liées aux matériaux mis en œuvre, mais aussi aux conditions de mise en œuvre de ces matériaux ou aux conditions de stockage sur le chantier. Ce point est un point particulièrement important et prégnant dans la mission ECRIN, puisque pour ceux qui auront l'occasion effectivement de rentrer dans le référentiel ECRIN, vous découvrirez qu'en fait, cette mission n'est pas une révolution en tant que telle. Elle insiste beaucoup sur les règles de l'art, donc sur ce que chacun des corps de métier est supposé appliquer de façon idéale pour permettre à un bâtiment effectivement d'être livré dans de bonnes conditions. Et puis la quatrième mission, qui est une mission qui se focalise sur la gestion des pollutions par les équipements. Alors ça prend en compte bien sûr la ventilation, c'est incontournable, mais également dans le cadre de destinations particulières, comme par exemple un établissement de restauration collective qui intègre une cuisine avec des équipements qui sont émetteurs de polluants. Eh bien, on prend en compte effectivement les équipements de cuisson, les équipements de ventilation, etc., pour appréhender la gestion de la qualité de l'air intérieur de façon permanente dans ces établissements. Et puis, il y a bien sûr des éléments de cadrage, donc des exigences sur les aspects méthodologiques pour s'assurer qu'effectivement, il y a une bonne appréhension des acteurs, du niveau d'ambition qui est fixé par le maître d'ouvrage, mais surtout une bonne communication entre les différentes sphères d'acteurs. La mission, elle permet de couvrir les différentes étapes du projet, donc depuis le diagnostic initial du site jusqu'à la réception d'un bâtiment, en passant par toutes les étapes classiques que vous connaissez probablement. Un point particulier de la méthode ECRIN, c'est qu'elle se focalise sur toutes les étapes de passation de contrat, en particulier, qui sont des étapes clés, parce que ce sont des étapes auxquelles, généralement, on peut craindre une perte d'information. Donc la méthode apporte des outils et des éléments de cadrage précis sur tout ce qui concerne la passation de contrats de prestations intellectuelles, donc pour le recrutement des équipes de maîtrise d'œuvre, la passation des contrats de marché de travaux, lorsqu'il s'agit d'aller chercher des entreprises pour réaliser les travaux. Et à ce titre, je donne un exemple, il existe un outil dans la méthode ECRIN qui est un guide référençant l'ensemble des labels à prendre en compte pour permettre aux entreprises qui répondent au marché de travaux de sélectionner les matériaux les plus appropriés, et en tout cas les moins émissifs, pour permettre de réaliser des projets performants. Et puis, le dernier point de passation concerne surtout les contrats de maintenance et d'exploitation pour faire le lien avec la phase d'exploitation, sur lequel ne porte pas la démarche ECRIN, mais néanmoins, c'est un point important parce que la gestion, notamment du réseau de ventilation, est déterminante pour le maintien de la qualité de l'air intérieur.
La méthode, elle impose également à l'issue la réalisation de campagnes de mesure. Ces campagnes de mesure sont au nombre de deux. Antoine, si tu veux mettre la diapo suivante, merci. Il y a une campagne à réception et une campagne réalisée au premier hiver qui permettent de mesurer objectivement la performance de l'opération, du projet auquel on arrive au terme de la réalisation, s'assurer qu'il n'y ait pas effectivement d'imprévu ou de raté par rapport aux objectifs initiaux fixés sur le projet. Alors, ça peut nécessiter la mise en place de mesures de remédiation si, à cette occasion, des pollutions ou une pollution résiduelle peut être trouvée. Et les moyens de mesure qui sont mis en œuvre sont extrêmement pertinents dans la mesure où ils permettent même de détecter effectivement des pratiques de tabagisme en phase de chantier. Donc vous voyez que les moyens d'instrumentation sont très performants et permettent de retracer l'ensemble de la vie du bâtiment, y compris en phase de projet et réalisation. La méthode, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des polluants qui sont pris en compte. La méthode, elle se focalise, elle permet à l'issue effectivement d'apporter une reconnaissance aux acteurs engagés dans le projet. Cette reconnaissance, elle est essentielle parce que c'est une démarche volontaire d'abord, elle se veut ambitieuse, donc elle va bien au-delà du cadre réglementaire. Et cet effort, il mérite quand même effectivement un affichage des acteurs à un terme, parce qu'il mérite d'être reconnu. Et donc, à l'issue des projets, il est attribué un label qui permet de reconnaître le niveau de performance auquel les opérations sont arrivées. L'exigence de la méthode, c'est que l'ensemble des exigences fixées dans le référentiel, il y a à peu près 80 indicateurs, soient couverts au moins à hauteur de 70% pour espérer obtenir le label bronze. Et puis, les indicateurs qui permettent de bonifier la performance de l'opération et d'atteindre donc la reconnaissance argent ou or exigent effectivement un niveau d'atteinte de ces indicateurs un peu supérieur, donc 80% pour l'argent et au moins 90% pour le niveau or. Donc ça permet de situer un petit peu la performance des projets et c'est quelque chose qui permet aussi de valoriser les opérations à la fois dans une logique de commercialisation ou de compte rendu pour une collectivité locale qui doit rendre compte, par exemple, auprès de ses administrés, et de la façon dont il a considéré la santé des enfants dans une crèche, un établissement d'enseignement, etc. Il y a donc quelques facteurs de réussite qui sont importants à prendre en compte pour arriver au terme d'une opération. On a considéré qu'il fallait laisser le choix de l'ambition au maître d'ouvrage. Donc, cette reconnaissance permet quand même effectivement de situer ce niveau d'ambition. Il y a effectivement, les opérations sont challengées au cours du projet dans le cadre de commissions publiques d'évaluation. Ce sont des commissions qui sont inspirées de la démarche bâtiment durable et qui permettent d'engager un dialogue entre les pairs, entre les acteurs de la maîtrise d'œuvre, les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, pour challenger de façon positive, effectivement, les objectifs que s'est donné le maître d'ouvrage initialement ou les solutions retenues par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et puis, il y a l'évaluation objective de la performance par la mesure, on l'a dit, c'est important, parce que c'est bien de se donner des objectifs, mais c'est mieux de savoir si on les a vraiment atteints. Et puis, il y a la remédiation aux pollutions éventuelles résiduelles, alors que l'on n'a jamais observé de façon franche, hormis par des pratiques de tabagisme. Donc, ça montre qu'effectivement, cette méthode est intéressante de ce point de vue. Cette méthode, elle a été expérimentée, on l'a souhaité la plus robuste possible, elle a donc été expérimentée sur une vingtaine d'opérations pilotes. Antoine, si tu veux mettre la dernière diapo. Ces opérations pilotes se sont développées dans le cadre donc d'une période d'expérimentation qui a porté sur une période de 3 ans, 4 ans pour les plus importantes, et elle couvre une typologie d'opérations qui est assez diverse et qui montre que aujourd'hui la méthode est en capacité de répondre à la plus grande diversité des situations de projet, puisque cette méthode couvre à la fois de l'habitat individuel et collectif, du bâtiment tertiaire, de bureaux, pas seulement, des établissements de santé et médico-sociaux, des équipements sportifs, etc. Donc cette méthode a montré son intérêt et c'est cette méthode qui est actuellement développée dans les territoires, notamment au travers d'initiatives comme celles qui sont portées par Novabult. Merci beaucoup Lionel pour cette présentation très très claire. Hop, je vais passer.
donc pour cette présentation assez claire, la mise en place de cette méthode, elle est organisée autour de deux intervenants assez importants dans cette mise en place, qui sont l'accompagnateur et l'ambassadeur. Je vais faire un petit point dessus. D'un côté, l'accompagnateur qui est un prestataire accompagnant les porteurs de projets dans la conduite de l'opération autour de la thématique qualité de l'air intérieur. On pourrait presque le voir comme un AMO qualité de l'air intérieur, même si son intérêt est un petit peu plus large que la qualité intérieure seule. Et puis de l'autre côté, l'ambassadeur qui, lui, correspond à une entité régionale œuvrant au déploiement territorial de la démarche, rôle que Novabuld a le plaisir de porter sur la région Pays de la Loire. Pour ce faire, l'ambassadeur, il a 4 missions principales que vous retrouvez ici à l'écran. La promotion de la démarche sur la région, l'actualisation et l'adaptation de la méthode, l'animation territoriale, notamment avec le volet formation des accompagnateurs. Et j'en profite pour dire que si vous êtes intéressé par la formation d'accompagnateurs, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en échanger. Et enfin, et surtout, l'accompagnement pas à pas de la maîtrise d'ouvrage dans sa réflexion et son éventuelle adoption de la démarche EPRIN. Au niveau d'un projet, l'ambassadeur, il fait donc le lien entre la démarche nationale et le projet, et il est à l'organisation notamment des commissions d'évaluation dont parlait Lionel tout à l'heure, commissions d'évaluation par les pairs. Il est en particulier aux côtés de la maîtrise d'ouvrage en début de projet pour l'accompagner sur l'intégration de la méthode dans son projet, sur la réflexion de l'adéquation de la méthode avec le projet, la sélection de l'accompagnateur, les premières réflexions sur les ambitions, donc tout un tas de premiers travaux en amont de l'adoption de la méthode. Donc voilà, j'espère que cette répartition entre les deux acteurs et le rôle de chaque acteur est un petit peu plus clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit chat dédié pour qu'on puisse y répondre en fin de webinaire. Mais avant le temps de questions-réponses, je vais passer la parole à Charline de Mathéo et Claire-Sophie Queudevez pour une présentation détaillée et opérationnelle de la méthode et plus globalement sur les bonnes pratiques de traitement de la qualité de l'air dans une opération. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Antoine. Donc, je suis Charline de Mathéo, ingénieure en santé environnementale au sein du bureau d'études Indigo et également maître de conférence associée à Polytech Angers. Et je suis accompagnée de Claire-Sophie Queudevez de Medieco. Donc, ce que l'on vous propose toutes les deux pour cette séquence, c'est en fait de revenir sur chacune des étapes de la démarche écrin et de voir concrètement comment est-ce qu'on la met en place à chaque étape. Donc, les différentes étapes, on les a déjà vues avec Lionel tout à l'heure. Donc, on commence avec une phase de diagnostic en passant par les phases d'études, la phase chantier, puis la réception à la première année d'exploitation. Donc, pour la phase de diagnostic, l'intérêt pour le maître d'ouvrage, ça va être de bien caractériser l'environnement extérieur dans lequel l'opération va venir se situer et notamment d'évaluer les différents types de pollution de l'environnement, donc notamment la pollution atmosphérique qui vient s'intégrer dans la mission 1, les questions de pollution de sol qui s'intègrent dans la mission 2 et également, alors parmi les pollutions de sol, on compte les pollutions anthropiques et également le radon qui va être évalué dans ce cadre-là. Et dans les cas où on est sur une opération plutôt de réhabilitation, on va venir évaluer les éventuelles problématiques d'humidité présentes, donc ce qui correspond à la mission 3, et évaluer aussi l'état des installations existantes de chauffage et de renouvellement d'air et évaluer les éventuels besoins de remplacement. Donc cette première étape, elle va permettre de bien situer les enjeux en termes de pollution présente et aussi de proposer des solutions pour limiter les transferts de polluants, qu'ils soient atmosphériques ou issus du sol. Donc pour cette phase de diagnostic, je vous propose un exemple qui est issu de la phase d'expérimentation écrin. Donc on est à Grenoble sur un projet de construction d'une nouvelle école qui est l'école Marianne Cohn, donc qui a été réceptionnée depuis. Donc cette école, on est à Grenoble, elle est située donc plutôt dans le centre et à proximité de deux boulevards qui sont plutôt fortement circulés, donc le boulevard Gambetta et le boulevard Foch. Donc, pour évaluer les pollutions atmosphériques sur ce projet,
on est allé s'intéresser en fait dans un premier temps aux données de mesure de l'ASCA, donc l'Association de surveillance de qualité de l'air, donc qui est Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc on s'est intéressé notamment au benzène, au dioxyde d'azote et aux particules fines. Et donc cette étude a montré qu'on avait un dépassement des seuils de recommandation et d'information, notamment pour les PM10, donc ce qui a mené à une vigilance sur la question de la pollution atmosphérique. Donc, ce que je vous présente maintenant, c'est en fait un outil donc, qui fait partie du référentiel écrin et qui établit la synthèse du diagnostic de site. Donc, si on prend pour la mission 1, donc tout ce qui concerne la pollution de l'air extérieur, une des premières choses que l'on fait, ça va être d'identifier les vents dominants. Voilà, quelle est l'orientation, la direction principale des vents dominants. Alors, c'est pas forcément intuitif comme ça, mais c'est important puisque là, dans le cas de Grenoble, on a des sources présentes avec un trafic à proximité. Donc, on vient regarder la direction des vents dominants pour voir là où c'est le plus pertinent de mettre en place les entrées d'air neuf. Donc ça, c'est d'une grande importance pour la phase de conception. On va venir positionner les entrées d'air, donc les centrales de traitement d'air, dans la direction opposée, évidemment, au vent dominant et aux sources de pollution. Ensuite, pour les sources de pollution extérieure anthropique, donc on est venu, on les a identifiées et on les a évaluées grâce aux données de mesure de l'ASCA. On a considéré que les données de mesure de l'ASCA étaient suffisantes dans ce cas, et donc on n'a pas réalisé de mesure de concentration de polluants. Et donc le projet est bien concerné par les pollutions atmosphériques, ce qui va permettre donc dans la démarche d'intégrer l'ensemble des exigences qui y sont associées. Pour ce qui est du radon, donc on s'est intéressé à la cartographie de l'IRSN qui donne les informations sur le site. Est-ce que la commune est concernée ou non par le risque radon? Là, ce n'était pas le cas pour Grenoble. Et pour les pollutions de sol, on s'intéresse à l'historique du site. Donc on effectue une étude bibliographique pour connaître la pollution des sols. Et donc là, l'étude a montré qu'on n'était pas concerné non plus par les pollutions de sol. Pour ce qui est de l'audit humidité et des diagnostics des systèmes et équipements, dans le cas de cette école, on n'était pas concerné puisqu'on était sur une construction neuve. Et je passe la parole à Claire-Sophie pour la phase programmation. Merci Charline. Bonjour à tous, donc je suis Claire-Sophie Quedvez. Je dirige le bureau d'études Medieco, qui est une société spécialisée sur les thématiques de santé environnementale à l'échelle du cadre bâti et urbain, et notamment en qualité de l'air intérieur. Du coup, on s'est réparti la parole avec Charline pour essayer de vous faire part de nos retours d'expérience. Et du coup, on va rentrer sur la phase programmation de la démarche écrin. La phase programmation, une fois qu'on a réalisé le diagnostic du site et qu'on a pu un peu caractériser les atouts et les contraintes, on va se pencher un peu sur l'ambition écrin que l'on souhaite pour le projet. Donc l'ambition écrin, je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les exigences qu'on va retenir pour le projet. Ensuite, à cette phase programmation, on va pouvoir un peu préciser le planning général du projet en intégrant dedans les différentes prescriptions écrin. Et puis, on a différents outils dans la méthode écrin, comme par exemple un outil qui vous recommande le nombre de réunions, ce qui permet de prévenir un peu l'ensemble des acteurs de ce que va impliquer l'application d'écrin sur un projet. Alors, la définition de l'ambition, on a dans la méthode écrin ce qu'on appelle l'outil central qui s'appelle le tableau de bord, qui actuellement est un outil Excel, un fichier Excel conséquent, fait de plusieurs onglets, dans lequel on a notamment un onglet, l'onglet ambition, où on va retrouver l'ensemble des exigences écrin. Ce que je vous ai mis sur cette diapo, donc c'est un exemple pour la mission 1, qui est la gestion des pollutions atmosphériques. Typiquement, cette phase
l'objectif de l'ambition, on va balayer avec, donc c'est surtout par cette étape, elle est surtout pilotée par la maîtrise d'ouvrage. Avec la maîtrise d'ouvrage, on va balayer l'ensemble des exigences qui concernent le projet et essayer de retenir ce qui est nécessaire et ce qu'on a envie d'atteindre pour le projet. Là, ce que vous voyez dans le tableau, vous avez tout à gauche les exigences obligatoires, savoir si on sélectionne ou non cette exigence, à savoir qu'on a des exigences, comme vous le voyez dans la colonne 2, on a dans l'écran des exigences incontournables qui sont obligatoires pour l'ensemble des projets et des exigences essentielles. C'est dans ces exigences essentielles qu'on va venir sélectionner un certain nombre, et pourquoi pas toutes les exigences, pour atteindre un niveau d'ambition, le niveau d'ambition que vous a présenté Lionel. On retrouve donc forcément dans ce tableau, dans cet onglet des ambitions, l'ensemble des exigences qui sont détaillées. Et puis sur la colonne de droite qui est colorée, on va retrouver, suite au diagnostic de site que vous a présenté Charline, on va retrouver les exigences, leur dépendance à certaines caractéristiques du site. Donc si on est concerné dans la mission 1 par une pollution atmosphérique, vous voyez que cette exigence, elle concernera votre projet puisqu'il y a une pollution de l'air extérieur qui a été identifiée. Et donc, on vient comme ça balayer l'ensemble des exigences. Et sur cette mission 1, par rapport au nombre d'exigences totales, on va obtenir ici, vous voyez, un score de 90%. Donc, je rappelle qu'il faut atteindre 70% pour atteindre, en fait, pour répondre aux exigences d'une mission. Donc là, on obtient 82%. Donc, on est sur une mission 1 qui est atteinte. Comment est-ce qu'on calcule le niveau d'ambition? Ici, on a vu qu'on avait 82% pour la mission 1. On va faire ce travail de définir l'ambition pour chacune des missions. Alors, par exemple, là, ce n'est pas un retour d'expérience, c'est un exemple de projet. Sur la mission 2, quand on a fait le diagnostic de site, on n'a pas identifié de pollution de sol ou de pollution, par exemple, comme le radon. Donc, le projet n'est pas concerné par la mission 2. Donc, la moyenne, l'ambition finale du projet écrin, ça va être la moyenne de la mission 1, de la mission 3 et de la mission 4. Uniquement les missions qui concernent le projet. Donc, la mission 3, la mission 4, elle concerne l'ensemble des projets, puisqu'on est sur les produits de construction, les sources internes et sur le bon fonctionnement des équipements. Par contre, la mission 1 et la mission 2, elles ne vont concerner uniquement les projets qui ont des sources de pollution qui ont été identifiées pendant l'analyse de site. Et donc, sur le petit tableau au-dessus, vous avez un exemple. Donc, on a dans l'écran les exigences incontournables qui sont des exigences obligatoires. Donc, vous voyez que pour ce projet, on a 30 exigences obligatoires. Et puis après, on va venir sélectionner nos exigences pour définir l'ambition. Et donc ici, sur 30 exigences sélectionnables, le projet en a retenu 20. Et donc, ce qui nous fait pour ce projet 50 exigences pour répondre à la méthode écrin. Une fois qu'on a défini ce niveau d'ambition qui va nous suivre tout au long du projet, on va rentrer dans la phase conception. La phase conception, on rentre un peu plus dans le dur. Et donc là, on va venir préciser et intégrer dans l'ensemble des pièces les exigences écrins. Donc, intégrer les exigences dans les différents lots des CCTP. Proposer une charte chantier spécifique à la qualité de l'air intérieur, puisque Lionel a insisté dessus lors de sa présentation. La phase chantier dans l'écrin est vraiment qui a un rôle important. Donc, on a une charte spécifique à la qualité de l'air pendant le chantier. Et puis, sur le chantier et à réception, on a un peu des délais incompressibles de choses à mettre en place, comme un temps de dégazage du bâtiment, comme la réalisation de mesures. Et donc, en phase conception, on va essayer de faire attention, savoir si ces temps incompressibles sont bien intégrés dans le planning chantier. Et puis, on va remplir, je vais vous le présenter rapidement, l'onglet produit, qui est un onglet un peu spécifique, qui est une approche un peu différente d'aborder l'impact des produits de construction sur la qualité de l'air intérieur. Alors, cette phase conception, donc là, je vous donne un projet. Donc, on part dans le nord de la France, sur Dunkerque. Là, comment est-ce qu'on va intégrer les exigences écrins dans un projet? Alors, il y a plein de façons de le faire. Moi, je vous en présente une. Nous, on rédige une notice qualité de l'air intérieur. Donc, une notice, un document spécifique à la qualité de l'air qui va reprendre étape par étape tout ce qu'on va demander dans le cadre d'écrin. Donc, en phase conception, on va réexpliquer un peu le contexte du projet, ce qui est ressorti du diagnostic. Et puis, s'il y a des sources de pollution identifiées, qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qui doit être mis en place sur le projet pour limiter le transfert de ces sources de pollution vers l'intérieur du bâtiment. On va avoir tout un
toute une partie qui va expliquer les exigences, quels sont les labels qu'on attend et les exigences concernant les émissions des produits de construction. Qu'est-ce qu'on attend au niveau pour garantir un bon renouvellement d'air? Les actions qu'on va demander, ce qui va être demandé en phase chantier. La sensibilisation, un petit paragraphe sur la sensibilisation des entreprises à la qualité de l'air, et puis quels sont les contrôles, notamment en termes de performance aérolique et de mesures de concentration, qui vont être demandés sur le projet. Ce document, typiquement, cette notice QAI, on va la rendre contractuelle quand on va consulter les entreprises. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais voilà, typiquement dans cette notice, quand on parle des produits de construction ou de tout ce qu'on va demander en termes de qualité de l'air, ici, vous avez l'eau, revêtement de sol et le mur. On va avoir un petit paragraphe qui nous explique ce qu'on attend en termes d'exigences concernant les émissions des produits de construction. Et donc, on va venir intégrer ces petits paragraphes donc qui sont dans la notice, mais on va venir les intégrer dans chaque CCTP pour que les entreprises en prennent connaissance. Et puis, on va aussi essayer d'orienter et d'accompagner en proposant différents outils, comme par exemple ici, vous avez les différents labels qui concernent les différentes familles de produits de construction pour aider les entreprises à comprendre les exigences des CRIN et à pouvoir y répondre. Et donc, la spécificité des CRIN, c'est cet onglet produits de construction qu'on va remplir en phase conception. On le remplit une première fois quand on est en phase Pro DCE, avec déjà les références, si on a quelques références produits, on va déjà pouvoir commencer à compléter cet onglet. Et alors cet onglet, comment il est constitué rapidement? Donc on a, pour répondre aux exigences des CRIN, il va falloir que chaque famille de produits de construction qui sont issus de l'étiquetage obligatoire des produits de construction atteigne un pourcentage minimum de performance. Donc là, vous voyez par exemple, si on prend la ligne revêtement de mur, le 93%, c'est la performance qu'on a obtenue pour les produits de construction. Et comment est-ce qu'on a atteint cette performance? Eh bien, on est venu rentrer chaque référence produit qui va être mis en œuvre sur le projet. Donc, je vous disais, on le remplit en phase Pro DCE, mais on va également le remplir en chantier avec les vraies références. On va dire que c'est un peu un prévisionnel en phase Pro DCE et puis l'application exacte de ce qui est mis en œuvre en phase chantier. Et donc, pour chaque référence, on vient remplir dans un onglet automatique, dans le fameux tableau de bord, savoir si le produit, la référence qu'on a, elle a l'étiquetage A+ ou non de l'étiquetage obligatoire des produits de construction. Et donc, vous voyez, ça nous donne un nombre de points. Alors, soit c'est neutre, soit ça donne un point. Si on n'a pas l'étiquetage, ça nous enlève un point. Si on est sur des produits en phase liquide, des colles, des vernis, des peintures, est-ce que notre produit est en phase aqueuse ou non? Ou est-ce qu'on n'est pas concerné? Et puis derrière, est-ce que ce produit dispose d'un label? Donc, est-ce qu'on a un rapport d'essai d'émission en laboratoire? Est-ce que notre produit est conforme à certains labels? Et ça va venir nous donner une note. Et donc, sur le nombre de points possibles sur ce produit, on regarde le nombre de points obtenus. Ça nous donne un pourcentage qui va nous calculer la performance pour chaque catégorie de produits. Et donc, c'est comme ça qu'on va évaluer la performance des émissions de composés organiques volatiles des différents produits. Merci Claire-Sophie. Donc, je reprends la main sur la partie chantier. Donc, cette fois, on est parti pour la construction. Donc, on va avoir une phase importante de sensibilisation des entreprises sur le chantier, comme le mentionnait Lionel Combé tout à l'heure. Donc, chaque changement de phase va demander des étapes de sensibilisation et d'information sur la méthode. Ensuite, lors de cette phase, donc là, ce qui est important, ça va être de contrôler les bonnes pratiques de mise en œuvre et également les produits selon le suivi qui aura été fait en conception. Et aussi de préparer la réception en amont. Donc, même chose pour préparer les futurs interlocuteurs qui seront les gestionnaires et les exploitants aux spécificités du projet dans le cadre de cette démarche écrin. Donc concrètement, quels sont les grands enjeux en phase chantier pour maintenir les exigences écrin? Alors on a une première thématique qui est celle des contaminants chimiques, donc qui est liée aux produits qui vont être utilisés. Les questions de gestion de l'humidité. Alors malheureusement, on voit apparaître
assez souvent des moisissures. Donc, comment prévenir ce risque-là pour préserver la santé des futurs occupants? Et enfin, la mise en œuvre des équipements, donc qui va être essentiellement sur le respect des règles de l'art. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la mise en œuvre des équipements puisque le référentiel écrin prévoit un outil spécifique qui rappelle en fait les différentes règles de l'art et qui permet un suivi très concret sur le chantier. Pour ce qui est des contaminants chimiques, je souhaitais vous présenter donc ce graphique qui est issu d'un projet de R&D qui s'intitule Ishakai, Impact de la phase chantier sur la qualité de l'air intérieur, et qui a permis d'intégrer des recommandations dans le cadre d'écrin. Donc, ce que présente ce graphique, c'est l'évolution des concentrations en composés organiques volatiles sur le chantier. Donc, on part du hors d'eau, hors d'air, donc du moment où le bâtiment est fermé jusqu'à la réception. Et donc, on a observé l'évolution des niveaux de contamination chimique. Ce qui nous a étonné, c'est que en fait, les phases, par exemple, de mise en application des peintures sur les surfaces les plus importantes, donc sur les murs et les plafonds, ce sont les peintures d'impression et les peintures de finition. On voit que ce n'est pas là que l'on a les plus fortes émissions. En fait, les produits les plus émetteurs vont être, par exemple, des produits plus spécifiques, comme les peintures de finition sur huisserie ou encore les peintures spécifiques sur métal. On a observé aussi des émissions importantes associées aux produits de nettoyage en fin de chantier. Et donc, cette étude a montré qu'en fait, tous les produits utilisés en chantier peuvent potentiellement impacter la qualité de l'air intérieur futur. Et donc, dans Écrin, on est particulièrement vigilant sur l'ensemble des produits utilisés et pas uniquement sur les produits de finition, ce qui est assez spécifique à cette méthode. Pour ce qui est de la gestion de l'humidité, je reviens sur l'exemple de l'école à Grenoble. Alors, on peut voir quelques problématiques sur les photos ici. Donc, on est sur un projet en ossature bois. On voit que les planchers en OSB ont pris l'eau et on a vu aussi apparaître des moisissures sur les plaques de plâtre. Alors, je vous rassure, hein, sur cette école, les dispositifs de correction ont été mis en œuvre. Donc, notamment, on a eu recours à la déshumidification et à un remplacement des matériaux qui étaient les plus impactés. Mais je vais revenir sur les causes. Donc, je vous présente ici un tableau qui est issu d'une étude donc, qui s'appelle MICOACT, qui s'est intéressée spécifiquement à la gestion de l'humidité en phase chantier et au risque de développement de moisissures. Et donc, l'étude a permis d'identifier et de hiérarchiser les différents facteurs de risque donc, qui apparaissent ici par ordre, je dirais, de gravité et de fréquence d'apparition. Donc, on a très souvent des problématiques d'infiltration d'eau et des problèmes liés au fait que les corps d'état secondaires arrivent parfois un petit peu tôt au cours du chantier alors que le hors d'eau hors d'air n'est pas totalement obtenu. On a vu aussi des problématiques sur le stockage des matériaux vulnérables sensibles à l'humidité, des questions associées aussi évidemment au climat intérieur qui peut être humide, donc selon les différentes tâches du chantier. Et enfin, voilà, le système constructif utilisé impacte aussi les questions d'humidité. Donc, si je reviens maintenant sur les photos de l'école, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc on est sur un projet en ossature bois. La problématique qu'on a eue, c'est que les menuiseries extérieures sont arrivées assez tardivement, ce qui fait que le bâtiment n'était pas totalement fermé et on était en période hivernale avec des intempéries, de fortes intempéries, ce qui fait que voilà, les OSB ont vraiment pris l'eau pendant une période assez importante. Et donc, on a vu des dégâts au niveau des OSB. Donc là, on est vraiment sur des questions d'infiltration d'eau associées à des problématiques bien souvent de planning de chantier. Et si je passe maintenant à la deuxième problématique qu'on avait observée, donc les moisissures visibles sur une plaque de plâtre. Donc en fait, ces moisissures, elles sont apparues en phase de stockage parce qu'on a eu de mauvaises conditions de stockage des plaques donc, qui étaient en extérieur
ont été exposés aux intempéries et donc qui ont été mis en œuvre avec voilà, les moisissures qui se sont développées. Donc ça, c'est des choses qu'on observe aussi assez couramment. Donc ce sont des exemples qui montrent qu'on a besoin hein, sur les chantiers d'être très vigilant sur la pose. Et donc l'accompagnateur écrin en cours de chantier va venir suivre l'ensemble de ces éléments-là, que ce soit donc les produits de pose, les pratiques de mise en œuvre des produits, des équipements, mais aussi toute la question associée à la gestion de l'humidité. Enfin, dernier exemple, donc là qui n'est pas sur une école, enfin, sur l'école de Grenoble, mais c'est une problématique qu'on observe aussi assez souvent. C'est la question des périodes de latence. Donc on a appelé période de latence les périodes pendant lesquelles on n'a plus de passage sur les chantiers, ce qui fait qu'on a beaucoup moins d'aération, absence d'ouverture des portes et fenêtres. Et lorsque les bâtiments ne sont pas encore livrés, les systèmes de ventilation ne sont pas en fonctionnement. Donc ça fait qu'on n'a aucun renouvellement d'air présent à l'intérieur des bâtiments. Et dans ces cas-là, on voit assez souvent apparaître de la condensation sur les parois froides, comme on le voit là sur les vitrages, voire au niveau des ponts thermiques. Donc là, on voit apparaître des moisissures au pourtour des menuiseries. Donc le projet MICOACT donne hein, toutes les recommandations sur l'ensemble des facteurs de risque qui ont été identifiés. Donc, il existe une plaquette de sensibilisation et un guide méthodologique qui définit les rôles et responsabilités de chacun, et également un outil en ligne qui permet de sélectionner les solutions qui sont les plus adaptées au contexte du projet. Donc, la démarche écrin traite aussi de cette question de l'humidité. C'est une démarche qui est très évolutive et qui s'appuie hein, sur les développements de connaissances. Et je vais laisser la parole à ce sujet à Claire-Sophie, qui va voilà, intervenir sur la réception et aussi sur les suites d'écran. Merci Charline. Du coup, on arrive à la fin de notre projet. Donc à la fin du projet, la dernière phase dans Écrin, c'est la réception et le premier hiver. Premier hiver, non pas parce qu'aujourd'hui Écrin ne s'intéresse pas à la phase exploitation en tant que telle. Par contre, on a des équipements dans le bâtiment et du coup, pour vérifier qu'il n'y ait pas de dérive au niveau des équipements, on parle de réception et du premier hiver. Et donc à cette phase, on va réaliser les mesures de qualité de l'air et contrôler les performances du renouvellement d'air et passer le projet en commission écrin. Du coup, on va appliquer le protocole de mesure à réception. Protocole de mesure à réception, Lionel vous l'a présenté au début. Donc là, vous l'avez présenté de façon un peu différente. On a pour tous les projets une obligation à réception de mesurer les composés organiques volatiles de l'étiquetage plus le benzène. Ça, c'est obligatoire pour tous les projets. Et ensuite, le protocole, comme vous le voyez, va venir s'adapter en fonction des résultats de l'analyse de site et du coup des caractéristiques du site. On va mesurer les polluants associés aux pollutions de l'air extérieur si on a une pollution de l'air extérieur identifiée. Et donc, on va procéder de la même façon pour l'ensemble des polluants qui apparaissent dans le protocole. Et puis, on va réaliser notre stratégie d'échantillonnage. Et donc, je vous ai présenté la stratégie d'échantillonnage spécifique, par exemple, des ERP, notamment des écoles. Et donc, par exemple, la stratégie d'échantillonnage du protocole pour les écoles, elle s'appuie sur ce que demande le décret sur la surveillance obligatoire de la qualité de l'air intérieur. L'idée, c'est d'avoir une corrélation avec les choses qui sont déjà existantes et mises en pratique et que Écrin ne demande pas typiquement des protocoles différents et du coup des coûts supplémentaires. Donc avec par exemple ici un maximum de 8 pièces par établissement quand on fait le protocole de mesure. Là, vous avez donc, dans le cadre de mesures qualité de l'air réalisées sur une école, donc vous voyez, si on a déjà tous les polluants de l'étiquetage, là on avait beaucoup de bois dans le système constructif de l'école, donc on a rajouté des polluants spécifiques à l'utilisation du bois, comme l'alpha-pinène. Et puis, on avait sur ce projet une approche encore plus spécifique perturbateur endocrinien. Mais en tout cas, si on se concentre sur les éléments, les polluants de l'étiquetage obligatoire, vous voyez que globalement, on a des résultats plutôt bons. Par contre, on a le formaldéhyde qui ressort. Et vous voyez que dans la description de nos différents espaces, le formaldéhyde ressort dans les pièces où les mesures ont été réalisées avec du mobilier.
ce qui ne fait pas partie du protocole écrin. Normalement, on mesure avant l'installation du mobilier et l'arrivée des occupants. Mais on connaît tous les contraintes de chantier et parfois les délais un peu courts. Et du coup, on n'a pas forcément eu le choix. Par contre, on voit au niveau de la mesure que le bois, que le formaldéhyde, enfin le bois avec l'alpha-pinène, le formaldéhyde et l'acétaldéhyde, qui sont aussi des polluants qui peuvent être émis par la présence de bois, ressortent principalement, notamment dans l'une des classes. Donc ces mesures, elles sont quand même intéressantes pour essayer de vérifier si tout a été bien fait au cours de la méthode écrin. Et pour finir cette présentation, la méthode écrin, c'est aussi une méthode qui va évoluer en fonction des connaissances scientifiques et des retours d'expérience. Et du coup, je fais partie du groupement de coordination nationale de la méthode écrin avec Ville et Aménagement Durable et Envirobat BDM. Et on travaille avec l'ensemble des accompagnateurs à des propositions d'évolution de la méthode. Et là, par exemple, actuellement, ce qui ressort dans les pistes d'évolution de la méthode, c'est comment est-ce que dans cette méthode, on peut par exemple valoriser des pratiques audacieuses. Ça peut être intégrer des nouveaux polluants qui ne sont actuellement pas dans la méthode parce qu'on manque aussi de retours d'expérience et de données scientifiques. Donc typiquement, les perturbateurs endocriniens pourraient être valorisés dans cette méthode écrin. On regarde également savoir est-ce qu'il serait pertinent et comment mettre en place une mission 5 spécifique à l'exploitation. On regarde comment intégrer les matériaux de réemploi géosourcés ou biosourcés. On essaye de mieux définir dans l'évolution le rôle et le fonctionnement des commissions d'évaluation écrin. On regarde aussi comment réduire les coûts liés à la méthode écrin et notamment à l'application du protocole de mesure. Et puis peut-être, dans le dernier point, les pistes d'évolution, c'est comment est-ce qu'on peut adapter cette méthode à des toutes petites structures, par exemple de moins de 200 mètres carrés, que ce soit cohérent avec l'enveloppe travaux associée. Voilà, mais je vous remercie de votre attention. Et puis, Antoine, s'il y a des questions. Merci Claire-Sophie et Charline pour ces présentations. On comprend bien hein, l'intérêt d'avoir déjà le contenu de l'accompagnement écrin phase par phase et puis le contenu de chaque mission et puis l'intérêt de suivre la qualité de l'air intérieur sur toutes ces phases-là. Avant de passer au temps de questions-réponses, je vous précise qu'il y aura dans le rendu quelques ressources pour vous épauler. Alors, une invitation à une animation qui sera réalisée par Novabuld autour de l'intégration de la qualité de l'air dans les projets immobiliers via la démarche ECRIN. Donc ça, ce sera courant novembre. Vous pouvez déjà vous inscrire pour ceux qui sont dans la région. Le lien du site internet ECRIN qui est ici, mais qui est aussi dans la partie présentée par Lionel. Et puis le lien vers les ressources dont a parlé Charline, donc le projet Ishakai et le projet MicoAct. Voilà, ça vous fait plein de lectures sur ces sujets-là. Je vous propose maintenant, donc aussi vous aurez nos contacts bien entendu, de Louise, donc qui est ma binôme sur la mission santé, et puis moi-même. Eh bien, je vous propose de passer au temps de questions-réponses. On a eu pas mal de questions, et je vais commencer, hop, juste ici. Il y avait quelqu'un qui posait la question alors même si Claire-Sophie t'en a un petit peu parlé, mais on avait évoqué le fait de donner le choix de l'ambition au maître d'ouvrage. J'imagine qu'il y a un minimum quand même à respecter. Peut-on avoir des précisions sur ce sujet? Alors, Claire-Sophie avait évoqué l'idée d'ambition incontournable et essentielle. Peut-être si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Bon, je peux. Euh, Au niveau des exigences, comme je disais, vous avez dans l'écrin des exigences dites incontournables, obligatoires pour l'ensemble des projets. Je ne peux pas vous donner un nombre précis, même si on est aux alentours d'une trentaine, parce que certaines vont se rajouter en fonction du contexte de votre projet, et notamment pollution de l'air extérieur potentielle et potentielle pollution de sol. Et puis, vous avez des exigences essentielles, et c'est ces exigences essentielles qu'on va sélectionner pour atteindre, pour moduler le niveau d'ambition écrin. Merci Claire-Sophie. N'hésitez pas si jamais vous n'a pas répondu tout à fait à votre question, parce que parfois c'est difficile d'avoir tout à fait le sens de la question, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. On avait une question qui disait: nous sommes un groupe scolaire maternelle, primaire, collège, lycée. Quelle est la réglementation et nos obligations pour ce public?
Les obligations sont-elles les mêmes en fonction de l'âge de nos élèves? Et pendant la construction d'un bâtiment, que faut-il faire pour préserver la qualité de l'air intérieur? Alors, c'est assez large comme question, mais est-ce que quelqu'un veut commencer par les premières questions, donc notamment sur les obligations liées à ce type d'établissement? Eh bien, je veux bien y répondre. Oui. Donc, la réglementation concernant l'obligation de surveillance de la qualité de l'air dans les ERP, elle concerne effectivement l'ensemble de ces établissements, donc crèches, accueil de loisirs, écoles, collèges, lycées, depuis le 1er janvier 2023. Et l'application de cette réglementation est étendue depuis le 1er janvier 2025 à l'ensemble des établissements visés par le décret, notamment les établissements de santé médico-sociaux. Donc oui, la réponse est simple, oui, effectivement, les établissements cités sont aujourd'hui visés par cette obligation de surveillance. Et ça ne dépend pas effectivement de la catégorie d'âge des personnes que l'on trouve dans ces établissements, puisqu'ils sont tous concernés de la même façon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation fixe 4 mesures. Hein. Ces 4 mesures, c'est effectivement une évaluation annuelle des moyens d'aération avec une lecture directe du taux de CO2 hein, dans les bâtiments, un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur qui doit intervenir au moins tous les 4 ans. Alors, pour réaliser cet autodiagnostic, le CEREMA a établi un guide dans lequel vous pourrez retrouver un guide public hein, qui est en libre diffusion et on vous mettra l'adresse, le lien dans le chat. Donc, ce guide donne toutes les informations utiles pour pouvoir réaliser cet autodiagnostic. La 3e mesure, elle porte sur des campagnes de mesure en continu de polluants à certaines étapes de la vie du bâtiment. Donc, on entend par étape de la vie du bâtiment les moments auxquels, effectivement, sont effectués des travaux importants ou moins importants sur ces bâtiments. Donc, soit des travaux qui touchent à la structure du bâtiment, donc création d'une extension, rénovation lourde, soit effectivement une modification des revêtements intérieurs ou un changement d'affectation des espaces dédiés à l'occupation, avec peut-être la nécessité effectivement d'adapter les systèmes de ventilation ou certaines dispositions. Et puis la dernière mesure, qui est par cette réglementation, c'est un plan d'action, puisque l'autodiagnostic ou les campagnes de mesure peuvent conduire à des constats sur des pollutions régulières, récurrentes, pour lesquelles il faut mettre en place des mesures adaptées. Et donc un plan d'action qui va s'appliquer dans la durée pour espérer arriver à gérer de façon continue et pertinente, performante, je dirais, le sujet de la qualité de l'air intérieur. Super, merci Lionel. Il existe également des outils, notamment l'outil Diag QAI qui a été réalisé par l'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas si Louise qui travaille avec nous, qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui travaille avec nous en sous-marin, si tu peux le mettre dans le chat. Mais il y a cet outil-là qui marche assez bien et qui peut vous accompagner là-dessus. Une autre question concernant un projet d'ALSH qui est prévu en bâtiment biosourcé et avec Passive House, qui est déjà en cours en phase APS. Et une question de savoir, est-ce que la démarche peut s'intégrer en cours de projet? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ce qu'il faut, vous l'avez probablement compris au travers des exposés, la bonne intégration de la méthode écrin nécessite effectivement de savoir, d'une part, quel est le contexte dans lequel se place l'opération, quelle est la nature même de l'opération, pour bien définir le périmètre d'application de la méthode. Donc ça suppose effectivement de pouvoir mobiliser les moyens nécessaires le plus tôt possible, idéalement dès la première étape qui a été présentée, c'est-à-dire le diagnostic de l'état initial du site, qu'il s'agisse d'un terrain nu à construire ou d'un bâtiment existant à rénover, y compris pour adapter effectivement le référentiel et le simplifier aux besoins de l'opération. S'il n'y a pas de pollution de sol, on peut considérer que la mission 1 que je vous ai présentée ne fait pas partie du scope du projet. Hein. À l'inverse, s'il y a effectivement identification de pollution spécifique liée à l'environnement ou liée au sol, au sous-sol, eh bien, il faut peut-être effectivement ajouter un polluant qui est un traceur spécifique de ce risque-là.
qui va être suivi tout au long du projet. Donc, c'est très important de prendre en compte le cadre de travail le plus en amont possible. Et dans tous les cas, ça c'est indispensable de le faire avant le dépôt du permis de construire, puisqu'après, effectivement, les choses sont en règle générale suffisamment arrêtées pour ne pas être en capacité de faire évoluer le projet comme il se doit. Quand le projet a déjà démarré, il faut regarder les choses au cas par cas. Il y a parfois effectivement des situations qui ne sont pas des situations complexes et qui peuvent permettre effectivement d'embarquer un projet déjà débuté dans la méthode, mais le plus en amont étant toujours le mieux. Eh bien, très clair, Lionel, merci beaucoup. Une autre question concernant une demande de précision sur les polluants de l'étiquetage. Et exactement, quelle était la signification de cette appellation? Alors, les polluants de l'étiquetage, en fait, sur l'ensemble des produits de construction qui sont mis sur le marché français, depuis un décret de 2011, on a un étiquetage obligatoire sur les produits de construction qui renseigne sur les émissions de 10 composés organiques volatiles. Donc, on parle beaucoup du formaldéhyde, mais dans ces 10 composés organiques volatiles, il y en a d'autres. Et c'est le petit étiquetage. Si vous regardez un pot de peinture prochainement, vous verrez qu'il y a un petit étiquetage qui va de A+, il y a A+, A, B, C, qui renseigne, bien sûr, A+ étant le moins émissif, qui renseigne sur les émissions des produits de construction. Et donc, ces polluants de l'étiquetage sont demandés à la réception des crins, justement pour évaluer l'impact des produits de construction sur la qualité de l'air du futur bâtiment. Antoine, on ne t'entend pas? En effet, c'est mieux quand le micro est activé. Merci. Il y avait une question également concernant les pollutions ponctuelles, type pulvérisation agricole. Comment est-ce qu'on peut faire quand on fait le diagnostic, si on n'est pas là le jour J, enfin, comment est-ce qu'on peut aborder ces données-là dans le cadre de la méthode EFRIN ou autre sur sur des pollutions vraiment ponctuelles? Alors, pour ce qui concerne des polluants d'origine agricole, donc les polluants, les produits phytosanitaires, ce sont des polluants qui aujourd'hui ne sont pas intégrés dans la méthode pour une raison précise, c'est qu'aujourd'hui, même si les choses évoluent tous les jours, l'état des recherches et les risques sanitaires associés ne sont pas suffisamment qualifiés pour être capables d'identifier des polluants qui sont des traceurs des pratiques agricoles que l'on puisse intégrer dans la méthode. Donc c'est un point sur lequel on espère faire évoluer la méthode prochainement, mais aujourd'hui on n'a pas de connaissances scientifiques suffisantes pour être capable d'objectiver le sujet et de prendre en compte. Donc à ce stade, effectivement, eh bien, il y a des points sur lesquels ECRIN, mais comme d'autres méthodes possiblement, les polluants agricoles ne sont pas pris en compte. La question des phtalates est une question encore complexe à appréhender, hein, enfin, de tous les perturbateurs endocriniens d'une façon générale, mais ce sont des sujets sur lesquels la méthode évoluera probablement dans les prochaines années. Donc je réponds un petit peu à côté, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des polluants qui ne sont pas pris en compte. Et peut-être côté bureau d'études, avec Claire-Sophie et Charline, sur justement comment est-ce qu'un établissement peut adresser ce genre de pollution très ponctuelle dans sa gestion QAI d'un projet ou de l'usage au jour le jour. Ça va dépendre du type de pollution dont on parle. Potentiellement, peut-être que bientôt, on pourra les intégrer dans les crins avec les pratiques audacieuses. Ce qui ne veut pas dire qu'on a forcément des solutions concrètes et efficaces qui fonctionnent parce qu'on n'a pas tous les retours d'expérience. Mais il y a des choses à faire puisque ça reste des molécules dans l'air. Ça va dépendre de leur poids. On va pouvoir utiliser des filtrations. Sur les perturbateurs endocriniens, on va travailler sur les produits de construction, mais de façon un peu différente et on va aller plus loin que d'habitude. Donc, il existe des choses, mais elles ne font pas partie aujourd'hui des pratiques courantes. Donc, c'est un peu comme Lionel disait tout à l'heure, ça va être au cas par cas. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui, demain, on pourra le valoriser dans les crins et du coup aussi tester peut-être de nouvelles choses pour prendre en compte ces polluants qui pourront derrière être dupliqués à d'autres projets.
On est encore, enfin Lionel, tu compléteras, mais on est encore dans une période, enfin et on est toujours, l'idée c'est aussi de la faire évoluer cette méthode, de la rendre plus complète et d'intégrer le maximum de choses au fur et à mesure. Mais pour intégrer, il faut déjà que ce soit réaliste et il faut qu'on ait aussi du retour d'expérience pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Peut-être pour compléter cette intervention, la méthode écrin a été élaborée avec pour objectif de proposer une méthode la plus robuste possible. Donc, elle s'appuie effectivement en grande partie sur les travaux de recherche et les campagnes de mesure, donc les travaux de recherche financés par l'ADEME principalement, et les campagnes de mesure qui ont été conduites par l'Observatoire de la qualité des airs intérieurs, pour avoir tout ce feedback finalement scientifique et pouvoir objectiver les points sur lesquels aujourd'hui on sait pouvoir accompagner les projets de façon objective. Voilà. On pourrait imaginer mettre plein d'autres objectifs avec des polluants NUO, mais tant que nous n'avons pas, tant que les scientifiques n'ont pas qualifié le niveau de risque lié à une exposition, donc au niveau de concentration, l'effet cocktail, etc., et établi de valeurs guides qui servent de référence pour évaluer, pour mesurer ces polluants, c'est difficile de les intégrer. Donc c'est un petit peu la limite, mais c'est aussi une des garanties, c'est-à-dire que cette méthode est une méthode qui se veut transparente dans son approche et honnête quelque part. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des polluants qu'on ne sait pas qualifier. On espère fortement pouvoir les intégrer par la suite, mais aujourd'hui, on va dire le secteur scientifique n'est pas encore prêt pour établir des valeurs guides. Merci beaucoup. On arrive, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On va voir comment on peut s'organiser pour essayer d'y répondre au maximum. Merci à vous d'avoir été présents, que ce soit les intervenants, intervenantes ou les participants et participantes. Vous retrouverez le replay dès la fin de la réunion est dispo sur YouTube, sur la chaîne Novabuld. Et puis, comme on l'a précisé, comme Louise l'a bien précisé dans le fil de discussion, vous aurez également à disponibilité le support de présentation. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis à votre disposition aussi pour toute question liée à ces sujets-là. Bonne journée.